Il y a des rendez-vous qu'un pays n'obtient qu'une fois par génération. Hier, notre pays en tenait un à New York, à la première table de la planète, sur le seul sujet qui décide de la vie et de la mort dans nos collines de l'Est. Et pour le commerçant de Goma, pour le creuseur de Roubaïa, pour la mère de famille de Bunia, la question de ce soir est simple. Est-ce que le monde a entendu et est-ce que quelque chose chez nous va changer? Bonsoir à toute la nation. Bonsoir à vous qui nous suivez depuis Kinshasa, depuis Lubumbashi, depuis Bunia, et bonsoir à notre diaspora, celle qui écoute ce journal aux heures où le pays dort et qui nous écrit avant même que nous ayons fini de parler. Vous avez été nombreux hier soir. Nous vous avions posé les questions du dialogue, celles que l'on débat sans vous. Vous avez répondu et vos réponses sont dans cette édition à part entière. Certains l'ont fait publiquement, en commentaire, et un mot particulier ce soir à Bruno Kabambou et à Clément Mutombo, dont les positions, vous le verrez, ne se ressemblent en rien. D'autres nous ont écrit en message privé, en nous demandant de ne pas les exposer en public. Nous respectons ce choix et nous le notons parce qu'il dit déjà quelque chose de ce pays. Ce soir, une même semaine tient deux vérités qui ne se regardent pas. À New York, notre diplomatie fait inscrire à l'ordre du jour du Conseil de sécurité que les ressources naturelles financent les guerres. À 12 000 km, sur le terrain, un accord de paix vieux d'1 an laisse un mouvement armé gagner du terrain sans que son nom soit prononcé par ceux qui l'ont parrainé. Dans cette édition, une séance historique où la République démocratique du Congo a fait dire au secrétaire général des Nations Unies que le déficit de souveraineté est le plus marqué en Afrique et où le siège du chef de l'État est resté vide. 3 choses dites hier à New York que personne n'a relevées. La parole de la nation sur le dialogue, brute, contradictoire, sans arbitre. Et depuis l'Est, Corneille Nangaa qui désigne son chef, et ce chef porte un nom que le dialogue veut tenir à la porte. Alors posons la question de ce soir. Quand un pays réussit à faire parler le monde de son problème, qu'est-ce qui doit changer chez lui pour que cela serve à quelque chose? Julia, il y a dans ce dossier 2 choses à ne pas confondre. Et tout le monde va les confondre. Ce qu'un pays obtient dans une salle et ce qu'un pays obtient sur son sol. Hier à New York, notre pays a obtenu la salle. Dis-nous précisément ce qui s'y est joué. Bonsoir à tous, où que vous soyez. Commençons par le fait Nathalie et par ce qui manquait dedans. Mercredi 22 juillet, New York, 10e 1200e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ordre du jour, la gouvernance des ressources naturelles comme fondement de la paix, de la sécurité et de la prospérité. Le cadrage avait été transmis par le représentant permanent de la République démocratique du Congo au secrétaire général le 1er juillet, sous la cote S-2026-52. La séance était présidée par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État aux Affaires étrangères, à la coopération internationale, à la francophonie et aux Congolais de l'étranger. Ce débat devait être présidé par le chef de l'État en personne. Nous l'avions annoncé sur cette antenne le 7 juillet, sur la base du programme de travail présenté par l'ambassadeur Zenon Mukongo. Hier, la ministre a ouvert son intervention en disant que le président, empêché, n'avait pas pu être présent. Aucun motif n'a été rendu public, ni à la tribune, ni depuis Kinshasa. Ce que nous consignons est ceci: le rendez-vous international le plus élevé de ce mandat, celui que la présidence congolaise avait elle-même inscrit à l'agenda du monde, s'est tenu sans le chef de l'État et sans explication publique à cette heure. L'allocution présidentielle a donc été lue par la ministre. Elle demande au Conseil de reconnaître que la mauvaise gouvernance des ressources naturelles est un facteur majeur d'instabilité et de fragilisation des États. Et elle construit cette demande autour de 6 principes. La souveraineté permanente effective sur les ressources, la transparence des chaînes d'approvisionnement, responsabilité partagée entre producteurs, transit, entreprises et consommateurs, le renforcement de la traçabilité, de la certification et de la diligence raisonnable, la lutte contre l'impunité économique, formulée sans détour. Ceux qui financent les conflits par l'exploitation illégale doivent répondre de leurs actes.
des partenariats justes, et le texte précise que les pays producteurs ne demandent ni faveur ni charité. Et l'ancrage local. Les populations des zones d'exploitation doivent être protégées, associées aux décisions et bénéficier des retombées. Une proposition concrète accompagne ces principes. La création d'un groupe des amis de la gouvernance des ressources naturelles, réunissant États producteurs et consommateurs, organisations régionales, institutions financières et sociétés civiles. Et une formule répétée 2 fois dans le texte. La République démocratique du Congo est un pays solution. Le précédent que Kinshasa a choisi de mobiliser n'est pas décoratif. C'est le processus de Kimberley, soutenu par ce même Conseil à travers sa résolution 1459 de 2003, qui avait établi qu'une action collective pouvait limiter le rôle des ressources naturelles dans le financement des conflits. 23 ans séparent cette résolution du texte vu hier. Entre les deux, le diamant a été encadré et le coltan ne l'a jamais été. Kinshasa demande au Conseil de faire pour ses minerais critiques ce qu'il a fait pour les diamants de guerre. 2 voix ont répondu dans la salle et elles sont allées plus loin que la courtoisie. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a nommé 4 priorités: la justice, la prévention, le règlement pacifique et le climat. Puis il a dit qu'il faut remédier au fossé entre la souveraineté reconnue d'un État sur ses ressources et l'exercice concret de ses droits souverains. Et il a ajouté que c'est en Afrique que ce déficit de souveraineté est le plus marqué, en attribuant à la rémanence du colonialisme conjugué aux problèmes de gouvernance. Il a cité l'Est de la République démocratique du Congo comme cas d'école en s'appuyant sur les rapports successifs du groupe d'experts mandaté par ce Conseil. Et il a rappelé que ce sont les populations civiles qui en paient le prix. Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, a soutenu la démarche et cité le corridor de Lobito, qui relie notre pays et la Zambie à l'Atlantique par l'Angola, en posant une exigence que ce corridor devienne l'exemple d'une transformation sur place et non d'une extraction expédiée. Nous reviendrons sur son intervention, car elle contient autre chose. Merci, Julia. Voilà pour la doctrine. Mais une doctrine se mesure à ce qu'elle change sur une carte. Et dans cette même salle, le même jour, un nom de village congolais a été prononcé. Micheline, lequel et par qui? Bonsoir la nation. Le nom est Rubaya et il a été prononcé par le représentant de la France. Il a déclaré que dans l'Est de la République démocratique du Congo, le M23 contrôle, à travers le site de Rubaya, entre 15 et 30% de la production mondiale de coltan et qu'il finance ainsi son administration illégale en violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise. Il a rappelé que ce Conseil a adopté la semaine dernière des sanctions contre 8 individus et entités liés aux groupes armés qui déstabilisent l'Est du pays, dont le M23, les Forces démocratiques de libération du Rwanda et le groupe terroriste ADF. Il a évoqué, sans les nommer, des sociétés militaires privées organisant le pillage pour le compte de puissances extérieures. Ce nom arrive à un moment précis. L'accord signé sous parrainage américain vient de boucler sa première année. Et Valérie Toilet, chercheuse spécialiste de la région des Grands Lacs, a chiffré sur le plateau de Jeune Afrique ce que cette année a produit. Le territoire contrôlé par le M23 a progressé d'environ 35% depuis la signature. Sur l'engagement congolais, le plateau a livré un désaccord qui explique le blocage. Romain Chanson rappelle, en s'appuyant sur le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, que la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda promise par Kinshasa n'a pas eu lieu et qu'un bataillon formé à Kisangani en mars n'a produit aucun résultat annoncé. Valérie Toilet oppose que les bastions de ces combattants étaient déjà occupés par l'AFC M23 au moment de la signature et que l'obligation congolaise portait donc sur des zones que Kinshasa ne contrôle plus. 2 lectures qui se tiennent et qui donnent à chaque partie de quoi accuser l'autre indéfiniment. Kigali, de son côté, a parlé. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, interrogé sur France 24, s'est dit déçu par ce qu'il appelle la partialité de plus en plus criante du médiateur américain, qui ne serait plus neutre. Il a affirmé que l'attitude de son pays ne tient pas aux sanctions,
mais aux engagements que le Rwanda s'est lui-même fixés. Et il a posé sa propre question. Si Marco Rubio déclare également que la République démocratique du Congo ne met pas en œuvre ses recommandations, pourquoi les sanctions ne visent-elles qu'une seule des parties? Alors, disons ce qui a été gagné hier, et disons-le sans emballage. Le 22 juillet, la République démocratique du Congo a obtenu que le Conseil de sécurité consacre une séance entière à la thèse qu'elle défend depuis des années, en présence du secrétaire général des Nations Unies et de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a obtenu qu'un membre permanent nomme publiquement le site de Rubaya et le pourcentage du coltan mondial qu'il représente. Elle a obtenu que le secrétaire général déclare le déficit de souveraineté le plus marqué en Afrique. Cela ne s'était pas produit. C'est acquis, c'est daté, et personne ne pourra le retirer du procès-verbal. Reste ceci que la séance elle-même a rendu impossible d'ignorer. Le procès-verbal est écrit à New York. Le coltan, lui, sort toujours de Rubaya. Merci, Micheline. Vous venez d'entendre ce que la séance a dit. Reste ce qu'elle a laissé passer. Parce qu'un débat du Conseil de sécurité dure des heures, que personne ne l'écoute en entier, et que les choses les plus lourdes s'y disent souvent quand les caméras se sont détournées. Julia, tu as repris cette séance ligne à ligne. Qu'est-ce qui, hier, ne s'est vu de nulle part? 3 choses, et elles ne vont pas dans le même sens. La première touche l'outil sur lequel toute la région appuie sa réponse au pillage. Le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mita Lwabelwa, est venu défendre le mécanisme régional de certification. Il a annoncé un chiffre. Plus de 33 000 certificats émis rien qu'en République démocratique du Congo au cours des dernières années, présentés comme la preuve que la traçabilité produit des résultats. Quelques minutes plus tard, dans la même salle, le représentant de la France indiquait que le M23 contrôle, à travers le site de Rubaya, entre 15 et 30% de la production mondiale de coltan et qu'il finance ainsi son administration illégale. Ces 2 informations n'ont pas été rapprochées. Nous les rapprochons. 33 000 documents délivrés chez nous et le premier gisement de coltan de la planète administré par un groupe armé. Cela ne dit pas que la certification est un mensonge. Cela dit qu'elle certifie ce qui passe par ses guichets et que le principal flux ne passe pas par ses guichets. La deuxième chose est une comparaison et elle a été construite par celle qui l'a prononcée. La représentante des États-Unis a traité 2 guerres de ressources dans une seule intervention. Sur la République démocratique du Congo, elle a cité l'accord de Washington comme une réalisation phare, une occasion historique de libérer une prospérité durable, puis l'accord de partenariat stratégique qui crée, selon ses mots, les conditions d'investissement correspondant aux intérêts des États-Unis, puis le corridor de Lobito. Dans ce passage, sur un ordre du jour consacré aux ressources naturelles qui financent les guerres, le mot M23 n'apparaît pas. Le mot Rubaya n'apparaît pas. Le mot coltan n'apparaît pas. Aucun groupe armé. Aucune sanction. Aucun combattant étranger. Elle a enchaîné sur le Soudan et le vocabulaire change entièrement. L'or y est désigné comme une source majeure de recettes finançant l'acquisition et les flux de drones et d'autres armements. Elle appelle à se pencher sur le rôle de cet or dans le conflit. Elle salue le Royaume-Uni pour ses sanctions contre les individus soupçonnés de participer au commerce illicite d'or. Elle déclare que son pays cible les réseaux et les individus qui bénéficient de cette guerre, en citant nommément les combattants étrangers et les fournisseurs d'armes. Et elle exige une trêve humanitaire immédiate, sans conditions préalables. Ce n'est pas nous qui relions ces 2 passages, c'est elle. Sa propre transition dit ceci. Tout comme pour la République démocratique du Congo, la sortie durable du Soudan passe par des ressources qui financeront le redressement plutôt que d'alimenter la guerre. Même diagnostic annoncé, puis 2 langues différentes. Sur le Soudan, une guerre analysée, avec un minerai, des acheteurs, des sanctions. Sur notre pays, un accord, un partenariat, un corridor et un intérêt américain. Et ce que Washington n'a pas nommé chez nous, Paris l'a nommé dans la même salle, avec un chiffre et un nom de village. Sans cette précision française,
le silence américain serait resté une impression. Il est devenu une mesure. La troisième chose ne vient ni de Washington, ni de Kigali, ni de Moscou. Elle vient d'une Africaine et elle nous est adressée. Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, a rappelé que l'Afrique détient environ 30% des minerais critiques de la planète et que moins de la moitié de ses réserves a été explorée. Que notre pays porte plus de 70% de la production mondiale de cobalt et que la part africaine du commerce mondial reste malgré tout sous les 3%, parce que ce commerce reste composé à 60% de matières premières. Puis elle a dit une phrase que personne n'a relayée. Les pays producteurs, a-t-elle déclaré, ne peuvent pas attendre d'acteurs extérieurs qu'ils surveillent les chaînes d'approvisionnement à leur place. Et l'agentivité, comme la charité, commence à la maison. Elle a ajouté que les choix les plus décisifs appartiennent d'abord aux pays riches en ressources mêmes. Cette phrase a été prononcée à quelques mètres du siège que le chef de l'État congolais n'occupait pas. C'est le seul rappel de la journée qui ne visait aucune puissance étrangère. Merci, Julia. Voilà pour ce que les puissances disent et ne disent pas. Reste ce que dit ce pays. Et nous vous l'avons demandé hier. Nous vous avions posé les questions du dialogue, celles que l'on débat sans vous. Vous nous avez répondu, par courriel et en commentaire. Et nous avons promis de porter vos réponses. Nous les portons sans les corriger, sans les classer et sans en faire un camp. Certaines nous sont arrivées en commentaire, sous le nom de leur auteur. D'autres sont arrivées par courriel ou en message privé, de la part de compatriotes qui ne souhaitaient pas s'exposer publiquement sur ce sujet. Nous respectons cette prudence et nous la consignons, car elle est déjà une réponse à la question posée. Ce qui frappe d'abord, c'est que la ligne de facture n'est pas là où la classe politique la trace. Mamadou Chibambou, chauffeur de taxi à Kinshasa, nous écrit ceci. On parle de dialogue depuis des mois, et lui voit surtout le prix du carburant grimper. Qu'il s'assoie enfin avec Kabila et le M23 si cela peut arrêter la guerre à l'Est, dit-il, mais qu'on ne touche pas à la Constitution. Cela, c'est notre ligne rouge à nous aussi. Bruno Kabango, que nous saluons ce soir, nous dit exactement l'inverse, sur les 2 points. Le dialogue avec les traîtres criminels étrangers et les corrompus locaux n'a aucun sens, écrit-il, et quant à la Constitution, elle doit être changée pour le bien du pays et de son peuple. 2 compatriotes, 2 positions opposées, terme pour terme. L'un ouvre la table et ferme la Constitution. L'autre fait l'inverse. Aucun communiqué de parti ne rend compte de cet écart. Sur la question de savoir qui s'assoit, 4 logiques et aucune n'est de l'humeur. Clément Moutombo, que nous saluons également, écrit que le dialogue inclusif doit être pour tous les Congolais, l'opposition armée et l'opposition non armée, parce qu'elles luttent selon lui pour la même cause, et il demande pourquoi nos politiciens refusent la tolérance. Jean-Paul Kankondé répond par le droit. Ceux qui ont pris les armes ne doivent pas participer au dialogue, parce que c'est violer la Constitution, et parce que demain d'autres aventuriers prendront les armes et tueront des Congolais pour espérer se faire entendre. C'est un argument de précédent. Jean-Pierre Mukendi, étudiant en droit, apporte l'objection la plus tranchante que nous ayons reçue. Sessanga a raison sur un point, écrit-il. On ne peut pas négocier avec le M23 à Doha et refuser de leur parler à Kinshasa. Ce n'est pas cohérent. Mais il ajoute sa crainte que ce dialogue soit surtout une manière de gagner du temps avant 2028. Patrick Lutumba, lui, nous écrit depuis Dubaï. Dialogue sans les criminels, les rebelles, les traîtres et les Rwandais. Et puis il y a une voix qui ne discute pas les conditions, parce qu'elle n'est pas dans la même pièce. Fiston Kabongo, de Goma, écrit ceci. Nous, ici à l'Est, on vit la guerre tous les jours, pas dans un space sur Twitter. Le vrai dialogue, c'est avec le Rwanda qu'il faut le faire, pas seulement entre Congolais qui ne tiennent pas les armes. Cette phrase vient du seul endroit du pays où la question se paie en vie. Un fil traverse plusieurs de vos messages et il concerne le crédit. Espérance Kalonji, enseignante à Lubumbashi, ne fait confiance ni au pouvoir ni à l'opposition. Mais si les évêques disent que c'est sérieux, elle veut bien y croire un peu. La rue, écrit-elle, on l'a déjà donnée.
Maintenant, c'est à eux de nous montrer un vrai document, pas des promesses. Marie-Claire Ilunga, mère de famille et fonctionnaire, dit la même chose autrement. Sesanga dit qu'il ne fait pas confiance au président, mais qu'il fait confiance au cardinal Andongo, écrit-elle. Et pour moi, c'est pareil. Nos hommes politiques nous ont trop menti. Seule l'Église a encore un peu de crédit chez nous. Le coup, ensuite. Trésor Mbuyi, jeune diplômé sans emploi, revient sur les 13 milliards de dollars que Sesanga attribue à la guerre entre 2019 et 2024. Chiffre qui reste le sien et que nous ne certifions pas. Si ce chiffre est vrai, écrit-il, c'est un scandale. Avec cet argent, on aurait pu créer des emplois pour nous les jeunes au lieu de financer des fusils. Et Bijungalula, commerçante, rappelle un coup que personne ne compte. Chaque fois qu'on annonce une marche, on ferme les boutiques par peur et finalement rien n'en sort. Qu'ils discutent entre eux, dit-elle, mais qu'ils laissent le petit peuple travailler en paix. Enfin, il y a la mémoire, et c'est Odette Kasongo de Kinshasa qui la porte. Nous avons vécu Suno City, écrit-elle. J'ai vécu le dialogue de 2016. Chaque fois, on nous promet la paix et rien ne change vraiment. Le 15 août, on verra si c'est encore une date pour rien ou si cette fois c'est du sérieux. Cette femme n'a pas eu besoin qu'un journaliste lui rappelle les précédents. Elle les a vécus. Et sans qu'on la sollicite, elle a posé sur la table l'échéance exacte que la coalition article 64 a fixée au pouvoir. Il y a maintenant une chose que ces 12 réponses nous obligent à dire. Et ce n'est pas un avis. C'est ce qu'elles montrent quand on les met côte à côte. La ligne de facture ne passe pas là où la classe politique la trace. Le débat officiel oppose ceux qui veulent un dialogue inclusif, sans révision constitutionnelle, à ceux qui défendent une inclusivité sous condition. Vos réponses, elles, se répartissent autrement. Sur la question de savoir qui s'assoit à la table, vous êtes profondément divisés. Et vos arguments sont de nature différente. Le droit chez l'un, la cohérence chez l'autre, la survie chez celui de Goma. Sur la question de savoir de quoi on parlera une fois assis, en revanche, la majorité de ceux qui nous ont écrit désignent la même limite, la Constitution. Et il y a un second point de convergence, qui n'était dans aucune de nos questions. Aucun de vos messages n'accorde de crédit à une formation politique, du pouvoir ou de l'opposition. Ceux qui expriment une confiance en nomment une seule source, l'Église. Ce n'est pas nous qui l'avons suggéré. C'est arrivé de Lubumbashi et de Kinshasa dans 2 messages qui ne se connaissent pas. Le 15 août tombe un samedi. Ceux qui décident sauront ce jour-là ce qu'ils ont choisi de faire. Odette Kasongo, elle, sait déjà ce qu'elle a vu 2 fois. Il y a autre chose ce soir, et cela vient de l'Est. Depuis des mois, le pouvoir affirme que Joseph Kabila est lié à l'AFC de Corneille Nangaa, et il en a fait sa condition d'exclusion du dialogue. L'ancien président conteste. Hier, c'est Corneille Nangaa lui-même qui a répondu. Interrogé sur ses relations avec l'ancien chef de l'État, il a déclaré entretenir de très bons rapports avec lui, l'a qualifié de président honoraire méritant tous les respects, et a dit ceci. De toute façon, depuis toujours, il a toujours été notre chef. Il a ajouté que son souhait est que Joseph Kabila prenne la direction du mouvement, en indiquant qu'il faudrait pour cela l'y préparer moralement. Ce que le pouvoir avançait comme une accusation, le chef de l'AFC le revendique donc publiquement. Joseph Kabila a été condamné à mort par contumace, verdict qu'il conteste, et Corneille Nangaa évoque cette condamnation en la retournant contre le pouvoir. 3 autres éléments sont à consigner dans cet entretien. Il exige des libérations, et il les nomme Oba Minaku et le professeur Ramazani Chadari, qu'il situe à Makala. Il évoque des cachots secrets et affirme que plus de 100 officiers et généraux ont été arrêtés arbitrairement, sans jugement. Reste l'ordre dans lequel les choses ont été dites, et il éclaire le reste. Pendant des années, Kigali a nié tout soutien au M23. En janvier, l'ambassadrice du Rwanda à Washington a reconnu devant une sous-commission de la Chambre des représentants une coordination sécuritaire avec le mouvement. Paul Kagame a suivi. Et Corneille Nangaa lui-même, dans sa lettre au secrétaire d'État Marco Rubio, révélée le 9 mai, contestait les sanctions frappant l'armée rwandaise, défendant une relation que son mouvement démentait. 3 démentis, 3 reconnaissances dans cet ordre. Le 20 juillet, l'AFC calait encore son refus du dialogue sur une allocution de Paul Kagame devant le bureau politique du FDR.
Hier, elle propose à sa tête un ancien président congolais condamné à Kinshasa et réclame la libération de cadres congolais détenus à Makala. La coalition Article 64, elle, a déposé le 20 juillet un communiqué à 5 signatures et un ultimatum au 15 août, sans désigner qui parlerait en son nom. Le pouvoir a fait de la rupture avec l'AFC la condition d'entrée de l'ancien président. Hier, sans attendre personne, Corneille Nangaa a désigné son chef. Il a choisi l'homme que le dialogue veut tenir à la porte, et il a choisi Joseph Kabila. Une chose relie ce que vous nous écrivez et ce qui vient de l'Est, et c'est un mot, celui de constitution. Or, ce mot, cette semaine, a été prononcé par 3 voix que tout oppose et qui pourtant désignent la même contrainte. La première est celle de Christopher Ngoyi Mutomba, figure historique de la société civile congolaise, ancien détenu de la prison de Makala sous le régime précédent, aujourd'hui président du conseil d'administration de la Congolaise maritime. Il s'exprimait hier dans une émission en ligne et il y a dit 2 choses qu'il faut rapporter exactement. Sur la Constitution, il déclare qu'il faut la changer et il ajoute cette formule « Nous la violons déjà tous les jours ». Son argument technique porte sur l'article 68 et sur la mécanique qui en découle. La majorité parlementaire compose le gouvernement et le chef de l'État ne peut en sortir. Il rappelle que le président a tenté des consultations par l'entremise de son conseiller spécial et que cela n'a pas abouti parce qu'on lui a opposé ce texte. Sur le mandat, il va plus loin. Interrogé sur un 3e mandat pour Félix Tshisekedi, il répond qu'il faut parler de mission et non de mandat. La journaliste qui l'interroge ne le laisse pas passer. Elle lui oppose Minaku, détenu depuis plus de 6 mois, et lui rappelle que faire du Rwanda un modèle est un piège. Il concède une partie. Les cachots continuent d'exister. Les grandes organisations de droits humains ne sont plus présentes au pays. L'infraction de propagation de faux bruits ressurgit. La deuxième voix vient de l'autre bord. Valérie Toilet, sur le plateau de Jeune Afrique, affirme que l'accord de Washington viole la constitution congolaise parce qu'il accorde une préférence aux entreprises américaines dans l'exploitation du sous-sol, au détriment des entreprises congolaises. Et elle en tire une conséquence directe. C'est cela, dit-elle, qui explique que le pouvoir se retrouve embourbé dans la logique de la révision constitutionnelle. Elle ajoute qu'il est contradictoire d'invoquer le conflit pour repousser des élections tout en organisant une consultation référendaire, et qu'un référendum dont seraient exclues les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu reviendrait à entériner une amputation du territoire. La 3e voix est celle du chef de l'État lui-même. Dans un extrait diffusé par cette même émission, Félix Tshisekedi déclare que les Américains ont exigé certaines réformes à mener au niveau de la justice et que ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Il ajoute qu'on ne va pas condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir, selon ses mots, à 2 pelés 3 tondus. 3 voix, donc. Un homme de la société civile qui veut lever le verrou au nom de l'efficacité de l'État. Une chercheuse qui affirme que ce verrou a déjà été contourné par un accord signé avec Washington. Et un président qui dit que la réforme est demandée de l'extérieur et qu'elle passe par ce texte. Ils ne sont d'accord sur rien. Ils désignent tous les 3 le même obstacle et 2 d'entre eux souhaitent qu'il tombe. Entre ces 3 voix publiques et celles que vous nous avez envoyées hier, l'écart ne s'est encore réduit dans aucune salle. Retenons ce que cette journée aura déposé. Le 22 juillet à New York, la République démocratique du Congo a présidé la 10e 1200e séance du Conseil de sécurité sur la gouvernance des ressources naturelles, avec un cadrage déposé le 1er juillet sous la cote S 2026-52. 6 principes et la proposition d'un groupe des amis ont été portés par Thérèse Kayikwamba Wagner, en lecture de l'allocution du chef de l'État, empêché et sans motif communiqué. Antonio Guterres y a déclaré le déficit de souveraineté le plus marqué en Afrique. Le représentant de la France y a nommé Roubaya et la tare du coltan mondial qu'un groupe armé y contrôle. Quand la représentante des États-Unis, dans le même discours, désignait lors du Soudan ses drones, ses combattants étrangers et ses sanctions, sans prononcer une seule fois M23,
Roubaïa ou Coltan pour notre pays. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs y a revendiqué plus de 33 000 certificats émis chez nous. Et Ngozi Okonjo-Iweala y a rappelé que ce pays porte plus de 70% du cobalt mondial, que l'Afrique reste sous 3% du commerce mondial et que l'agentilité commence à la maison. Et hier, Corneille Nangaa a déclaré souhaiter que Joseph Kabila prenne la tête de l'AFC en affirmant qu'il avait toujours été leur chef. Ce que le pouvoir posait en accusation, le chef de l'AFC le revendique. Alors laissez-moi vous laisser sur ceci. Un pays peut obtenir que le monde parle de sa blessure. C'est une victoire et elle est réelle. Il ne faut pas la mépriser. Mais une blessure nommée n'est pas une blessure soignée. Et il n'existe aucune tribune, si haute soit-elle, depuis laquelle on puisse gouverner un gisement que l'on ne tient pas. Ce que le monde reconnaît, il le reconnaît toujours à la mesure de ce que nous tenons déjà. Le reste n'est pas de la diplomatie, c'est de l'attente. Vous avez été nombreux à nous écrire hier soir et vous avez montré que ce pays sait débattre sans arbitre. Continuez. Ce dossier du dialogue ne se refermera pas cette semaine et nous ne le lâcherons pas. Nous serons là à chaque étape, aussi longtemps qu'il le faudra, pour vous dire ce qui avance et ce qui n'avance pas. Que la paix habite nos foyers, que Dieu garde notre pays et chacun d'entre vous. C'était Nathalie pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.